Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation, merci au comité aussi d'organisation d'avoir pensé à nous. J'ai intitulé cette présentation-là L'efficacité pédagogique n'est pas une marque de yogourt. Un regard sur la création d'une chaire de recherche en partenariat avec le milieu scolaire. Donc, un plan très rapide de la présentation. On va parler un peu de l'histoire, un petit peu de l'efficacité pédagogique des dernières décennies, bien sûr, la création de cette chaire-là alias métaphore, et aussi une grille d'analyse du partenariat, les leviers, les écueils potentiels, des choses qu'il faut bien regarder dans les prochaines années, je pense, pour assurer le succès d'une telle entreprise. Donc, 6 décennies de recherche en efficacité pédagogique, bien évidemment, on a bien sûr plusieurs années de travail en cette matière. Le tout, bien sûr, si on se remet dans les années 60, on est dans un gouvernement aux États-Unis où on s'intéresse à l'équité dans le système. Bien sûr, on est dans un système où il y a beaucoup de ségrégation et puis le gouvernement décide de lancer une très grande commission et de mobiliser la communauté scientifique dans l'étude de ces systèmes-là éducatifs pour s'assurer, pour étudier un peu l'état des choses à l'époque. Tout ça a donné lieu au rapport Coleman dans les années 70, 66. Vous avez peut-être entendu parler de ce rapport-là. Et l'une leurs, euh, de leurs conclusions était celle que l'école n'a pas beaucoup d'effet sur les enfants. C'est-à-dire que le tout est déterminé un petit peu d'avance via le background des élèves, leur statut socio-économique, etc. Et donc, la communauté scientifique la communauté scientifique en éducation se dit un instant, il y a quelque chose qui se passe là. On sait qu'il y a des enseignants meilleurs que d'autres, des écoles meilleures que d'autres, plus efficaces. Et est né, évidemment, dans ce temps-là, le modèle. Là, j'essaie de partager mon écran un petit peu, là. Hmm. OK, bon. Et voilà, donc, émerge évidemment le vaste domaine en efficacité pédagogique. J'ai préservé les termes anglophones parce que c'est encore très anglo-saxon comme approche. On a évidemment la grande thématique en efficacité pédagogique qui se regroupe en deux grandes catégories, soit l'efficacité de l'enseignant, à droite, où on va regarder l'effet enseignant, et à gauche, on va regarder l'efficacité de l'école, en l'effet école, les écoles efficaces, et toute la question des théories qui nous amènent à améliorer, si on veut, les écoles. Donc, c'est vraiment des écoles de pensée, comment dire, donc des champs de recherche un peu distincts dans le grand champ de recherche de l'efficacité pédagogique, si on veut. Si on se ramène dans les années 60, dans mon histoire, on est dans les années 70, on a évidemment des modèles qui sont très simples, on met des ressources en place, on s'attend à ce que le rendement des élèves augmente, des ressources financières, des ressources humaines, peu importe ce qu'on met en place. Les modèles sont très simples, bien sûr. Graduellement, dans les années 70-80, on s'intéresse au processus, il doit bien y avoir quelque chose qui se passe entre ce qu'on met en place, ce qu'on investit et les produits, donc le rendement, etc. Et graduellement, au fur et à mesure, on ajoute des études sur l'amélioration des écoles. Ça devient ici, bien sûr, on se dit, bon, il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui sont investies dans les écoles, il y a des éléments explicatifs de ces relations-là entre ce qu'on met en place et le rendement des élèves qui était beaucoup mesuré, mais on s'attarde graduellement au processus aussi d'amélioration des écoles. Et là, graduellement, on s'est dit que c'était aussi intéressant d'aller chercher de la donnée dans différents pays et comparer les choses. Donc, ce n'est plus, on ne pouvait pas voir les systèmes tous égaux. Bien entendu, il fallait de la donnée un peu partout. Récemment, on en est arrivé à un modèle dynamique contemporain en efficacité pédagogique. Et donc, les boîtes supérieures donnent lieu au bon fonctionnement des boîtes inférieures. On est dans une perspective multiniveau. Vous voyez la plus grosse boîte qui est la classe. C'est donc l'élément central du modèle où la majorité de la variance expliquée va se situer au niveau de la classe. Donc, toutes les décisions que prend l'enseignant dans sa salle de classe vont évidemment avoir une portée importante sur les élèves. Et évidemment, ces boîtes-là convergent. Donc, ce qui se passe au gouvernement, ce qui se passe dans l'école, l'administration, ce qui se passe dans les salles de classe,
vont graduellement converger vers le cognitif, l'affectif et tous les éléments d'apprentissage qu'on peut retrouver, bien sûr, dans les écoles. Et donc, toute cette connaissance qu'on a des écoles, on a plusieurs, en fait, connaissances scientifiques des dernières décennies ont donné lieu, en ce qui me concerne à tout le moins, à une réflexion sur le développement d'une chaire de recherche en éducation qui pourrait toucher le vaste domaine de l'efficacité pédagogique, de l'amélioration des écoles, bien sûr dans une perspective où le Québec traîne un peu de la patte en termes de diplomation. Donc, c'est l'état de la situation. Il y a encore du chemin à faire pour qu'on puisse rattraper certaines moyennes, mais aussi de l'état de la situation aussi, où les centres de services semblent vouloir de plus en plus prendre des décisions qui sont appuyées par la recherche. Et aussi, on voit chez nos étudiants à la formation initiale un intérêt. Ils entendent parler de plus en plus de pratiques probantes, de pratiques fondées sur la recherche, et ils s'intéressent de plus en plus, je pense, à ces éléments-là. Alors, c'était, selon nous, un élément important pour la création de cette chaire-là. Donc, la genèse, nous, métaphore, c'était véritablement que si une pratique, une approche, un paradigme ou une réforme pédagogique fonctionne, ben, les données empiriques vont le confirmer. Peu importe la question de recherche qu'on a, mais s'il y a des données qui nous indiquent qu'on est dans la bonne direction, eh bien, pour nous, c'est un gage de succès. C'est pas parfait, mais c'est un gage de succès quand même. Et donc, trois axes, Alain le dit un petit peu dans sa présentation. Donc, on veut analyser des contextes, des pratiques. On veut aussi évaluer l'effet de ces pratiques-là, de ces contextes-là sur les élèves. Et aussi, on veut en arriver à implanter un certain nombre de choses ou à améliorer ce qui est en place dans une perspective où le tout est basé sur des données, d'importantes quantités de données. On a évidemment plusieurs partenaires qui se sont joints à nous dans les derniers mois. Évidemment, le Centre de services à Montréal, Marguerite Bourgeois, l'Outaouais, Saint-Hyacinthe, des CSS qui veulent avoir une direction axée sur la recherche, sur la rigueur scientifique. Et donc nous, ça nous plaisait de créer ce partenariat-là. Et bien entendu, bien, dans un tel partenariat, ben, moi, je regarde ce partenariat-là dans une perspective de levier et d'écueil potentiel, parce qu'on n'a pas une historique très long au Québec de création d'entités scientifiques avec les partenaires de l'éducation. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. On n'a pas 100 ans d'histoire par rapport à ça. Et donc, il y a des leviers, il y a des écueils qu'il faut regarder. Donc, par exemple, deux questions très simples. Quels sont les leviers potentiels, puis quels sont les écueils potentiels d'un tel partenariat? Ben moi, j'y vois, par exemple, le levier de la recherche. Je veux dire, quand on a plusieurs centres de services avec nous, c'est tout un terrain de jeu pour des données, des cueillettes de données très importantes, donc faciliter aussi l'accès à différentes écoles et tout. Et donc, on peut percevoir que les projets seront rehaussés de par, évidemment, le partenariat que l'on a avec les centres de services. Le deuxième levier que je vois aussi, c'est la proximité, c'est-à-dire des discussions constantes avec les milieux dans une perspective où on se retrouve au diapason avec les milieux. Donc, cette proximité-là, nous, on le considère comme un levier extrêmement important pour que la recherche puisse être bonifiée éventuellement. Et bien sûr, les leviers servant à générer des projets de recherche, c'est pour moi un élément très important. On est plusieurs personnes à réfléchir ensemble. Donc, les milieux, les centres de services, l'équipe de recherche, les discussions qu'il peut avoir, que nous pouvons tenir, et tout ça fait en sorte que ces leviers-là s'entrecroisent, là, toutes ces discussions-là, cette proximité-là, les gens qui se mettent ensemble pour réfléchir, ça ne peut que donner de la recherche éventuellement qui est de haute qualité. C'est ce que nous pensons. Il y a éventuellement là-dedans des écueils potentiels, des obstacles, des causes d'échec qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a un tel partenariat. Et pas pour dire que ça va arriver, là, ce pas des choses qui sont arrivées, mais c'est des choses qu'il faut être prudent, je pense, dans un tel partenariat, parce que je pense que les CSS vont de plus en plus collaborer avec les entités scientifiques au Québec.
Donc, le syndrome du conducteur devenu un peu le passager, hein, c'est un peu peut-être un écueil dangereux où le titulaire se sent un petit peu là, comment dire, dans cet océan de centres de services, de personnes qui gravitent autour de ça. Donc, c'est pas paix, c'est de ne pas perdre, si on veut, le gouvernail de cette entité scientifique-là. Ça peut potentiellement être un écueil. Le deuxième écueil que je vois, moi, par rapport à ça, c'est le syndrome de la culture du What's in it for me. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un travail collectif qui se fait en groupe. La réflexion se fait en groupe et on a un bateau à diriger. Donc, je pense que c'est de mettre parfois, j'allais dire nos égos, mais c'est de savoir qu'on est en communauté et puis on travaille sur des éléments convergents. Et parfois, c'est pas juste des éléments à nous qu'on voudrait mettre sur la table, moi comme de l'autre côté. Donc, c'est des éléments en constante, comment dire, discussion, bien évidemment. Et c'est aussi ce syndrome de la firme de consultant. Des fois, faut faire attention. On est une chaire de recherche, on jouit des privilèges universitaires, de la liberté académique et tout. Donc, parfois, on pourrait tomber dans, ben moi, je veux telle thématique, je mets tant d'argent, je veux telle affaire, telle question de recherche. C'est des écueils potentiels. Il faut revenir à ce qu'on est, chaire de recherche et la liberté académique est bien présente. Donc, ce sont des éléments. Je n'ai pas eu de problème. Ce sont des éléments qui peuvent ressurgir. Mais je pense que si on veut le succès d'une telle chaire, je pense qu'il faut avoir une grille d'analyse et puis s'en tenir à cette grille d'analyse-là. L'autre élément, ben, j'allais dire, je reviens avec mon titre du début, le fameux yogourt. C'est une entreprise qui est complexe, qui a beaucoup de partenaires, beaucoup de monde autour de la table. Et donc, c'est plus complexe que de manger un simple yogourt. On le sait, on le savait d'avance, mais on pense que Métaphore va avoir des beaux progrès en termes et des beaux succès dans les années à venir. Et je pense que ce succès-là, ça c'est un élément personnel que j'avance, va être surtout dans la qualité de la gouvernance. Et la gouvernance, c'est un élément sur lequel en ce moment je me penche, avec les CSS éventuellement, où ils auront un mot à dire dans cette gouvernance de la chaire, où les éléments, les thématiques, les objets de recherche vont partir de la base, vont monter tranquillement dans des comités, j'appelle ça comité d'orientation, comité de gouvernance élargie, comité scientifique, et éventuellement en projet de recherche et tous les résultats vont retomber dans le milieu. Donc, je me penche en ce moment avec les CSS éventuellement dans une gouvernance qui va être gagnante pour tout le monde et qu'on devienne un peu le modèle, si on veut, du partenariat université et terrain et en arriver éventuellement à un beau succès. Donc, voilà, Alain, pour ma présentation. Donc, dans le cadre de ces mandats-là au service éducatif et dans le cadre également de mon mandat au Bureau d'intelligence et d'excellence, on a rédigé un... euh, j'ai de la difficulté à naviguer dans mon PowerPoint. Voilà. Oh, pardon. On a rédigé un référentiel pour la persévérance scolaire. Donc, je vais vous expliquer un peu la démarche, puis dans quelle mesure les données de la recherche ont été en appui à cette démarche concertée. Donc, dans un premier temps, pourquoi on a éprouvé le besoin d'un référentiel? Ben, il faut savoir que, comme la plupart des centres de services scolaires, l'augmentation du taux de diplomation était l'ambition phare de notre PVR, tant celui qui s'est terminé en juin dernier que celui qui s'amorce cette année. Et une donnée qui a eu un effet d'impulsion pour la démarche, donc le taux de décrochage au centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe est plus élevé que celui de l'ensemble du Québec. Donc, il y avait une problématique ici à adresser. C'est les données qui nous ont permis d'identifier ça. Et le décrochage scolaire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une dynamique qui est complexe. Et si c'était un problème qui était facile à régler, les écoles l'auraient déjà réglé. Donc, on a voulu documenter, appuyer, outiller les milieux. On a réuni une équipe de rédaction multidisciplinaire. Par multidisciplinaire, j'entends des professionnels des écoles secondaires, des directions adjointes, des directions d'écoles secondaires, des conseillers pédagogiques des services éducatifs, des directions des services éducatifs, ainsi que des représentants des 3 ordres d'enseignement. Donc, regard très, très, très large, expertise multiple sur la situation. Donc, on a voulu un référentiel rédigé par des intervenants des écoles pour les intervenants des écoles.
On a voulu également des actions éclairées par des pratiques reconnues efficaces, des appuis sur des recherches récentes, donc un autre type de données, celles issues de la recherche, mais de façon très concrète pour les écoles. J'irai faire un bref survol tout à l'heure. Et on a voulu s'inspirer du référentiel pour soutenir l'action. Tout ça, ça nous permettait de nous assurer que la démarche était cohérente avec l'ensemble de nos actions qui étaient déjà en cours. Par exemple, le PEVR, les orientations, les cibles et indicateurs du PEVR, les différents changements, l'instauration de pratiques efficaces qui sont en cours dans notre milieu, par exemple, le SCP, les équipes collaboratives, l'enseignement explicite, etc. Ça nous permettait d'attacher toutes ces ficelles-là pour les directions d'école et les équipes écoles qui ont à mettre en place ces pratiques-là. Je rembobine la cassette. Donc, je vous en ai parlé, on a constitué un comité. Ça s'est fait en 21-22. Donc, la première année où on a travaillé, ça fait déjà presque 3 ans, où on a rédigé une ébauche de référentiel. On avait un document de travail qui était assez costaud. Puis, en 22-23, on s'est posé la question, on a dit oui, on le fait. Donc, on a eu l'humilité d'aller chercher le regard, la rétroaction de 2 collaborateurs universitaires, donc à savoir M. Steve Bissonnette et Jérôme Saint-Amand, qui nous ont apporté des commentaires extrêmement constructifs, qui nous ont permis d'aller bonifier, structurer davantage, apporter une lunette encore plus complète sur notre référentiel, la façon dont il est structuré, le type d'action qu'on propose au milieu. Ensuite, on l'a fait valider à l'interne par nos conseillers pédagogiques au service éducatif. On a fait un lancement officiel en comité consultatif de gestion élargi au 22 novembre. Donc, Jérôme a été notre conférencier invité. Ça, c'est vraiment dans le cadre de notre partenariat. On fait partie de la chaire de recherche. Jérôme l'a mentionné. Donc, ça nous permettait de venir officialiser la démarche, officialiser cette collaboration-là et démontrer l'interrelation qu'on a ensemble comme organisation. On s'est assuré par la suite d'aller outiller les directions d'école pour assurer un déploiement concret dans les équipes écoles. Donc, on a voulu un référentiel éclairé par des pratiques efficaces, puis le mot éclairé est vraiment choisi de façon tout à fait consciente parce qu'on a fait une recension de pratiques efficaces, mais notre intention, c'était vraiment de s'assurer que les milieux soient en mesure de dire ça, c'est mon coffre à outils et quelle est la clientèle devant moi. Parce qu'il y a toute une série d'actions qui sont présentées, mais toutes ne sont pas nécessairement les plus pertinentes pour le milieu à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un référentiel qui dicte les actions, c'est un référentiel qui inspire l'action. Donc, inspiré, éclairé par les déterminants de la persévérance scolaire, le modèle de réponse à l'intervention, vous allez voir qu'on a rendu très concret dans notre référentiel et les pratiques les plus efficaces. Vous voyez le point d'exclamation ici, on les a même identifiés graphiquement dans notre référentiel. Par pratique les plus efficaces, qu'est-ce qu'on entend? Par exemple, on s'est appuyé sur les 3 besoins psychologiques universels de la théorie de l'autodétermination, l'interrelation entre le sentiment de compétence, la motivation et la réussite, les pratiques d'enseignement qui ont une taille d'effet positive importante sur la réussite des élèves, les facteurs de risque et de protection du décrochage scolaire. Donc, vous voyez l'amalgame à la fois de différents facteurs qui peuvent soutenir la réussite scolaire. Et ça, c'est la plus-value que nous a apporté la rétroaction là, de M. Bissonnette et Saint-Amand. Donc, on s'est assuré d'avoir un regard très large sur tout ce qui peut influencer la persévérance scolaire. Donc, je vous fais un bref survol du cœur du référentiel. Donc, vous voyez parmi les facteurs scolaires, les pratiques pédagogiques et éducatives efficaces. Quand je vous parlais d'un RAI concret, donc vous voyez une série d'actions qui sont proposées en palier 1. Et ensuite, si on allait plus loin, à quoi ça peut ressembler en palier 2 et à quoi ça peut ressembler en palier 3. Vous voyez des hyperliens. Tous ces hyperliens-là mènent vers des outils concrets pour les équipes écoles. Donc, si un intervenant, un milieu souhaite, par exemple, mettre en place des communautés d'apprentissage professionnel, avec un clic, on a des référents concrets pour soutenir l'action. Donc, des données à la fois issues de la recherche et des outils concrets pour les milieux. Les relations entre les enseignants et les élèves, le soutien aux élèves et difficultés. Dans les facteurs individuels, donc je vous ai parlé de la théorie de l'autodétermination. Vous voyez ici, quand on parle de répondre aux besoins psychologiques fondamentaux, ça ressemble à quoi les actions qui sont à mettre en place à cet effet-là, en palier 1, en palier 2, en palier 3.
Enfin, oui, aspiration scolaire et professionnelle des élèves et dans les facteurs familiaux, comment valoriser l'éducation. Et à la toute fin, notre démarche est voulue, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, appuyée sur les données de la recherche. On a une médiagraphie abondante, on a plus de 60 références, puis on a dû se limiter parce qu'on s'est dit, sinon on va noyer les gens, ils vont s'y perdre, mais on a voulu que ce soit très, 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 très appuyé. La suite des choses, toutes les écoles sont en transition en ce moment. Ils ont rédigé leur projet éducatif, s'apprêtent à rédiger leur plan d'action. Donc, quelles actions on va choisir pour atteindre les objectifs de notre projet éducatif? Ben, nos écoles ont en main le référentiel pour aller s'inspirer. Qu'est-ce qui va être efficace pour nous, pour notre milieu? Et de façon parallèle à ça, les services éducatifs mettent en place des mécanismes de veille scientifique pour être en mesure de voir les vagues de fond, de qu'est-ce qui se fait comme recherche en éducation et dire à quel moment, nous, centre de services scolaires, on va dire oui, là, c'est assez étoffé pour qu'on puisse proposer ces pratiques-là à nos milieux. Donc, notre référentiel est appelé à s'ajuster en continu en fonction des plus récentes avancées de la recherche. Voilà. Bon après-midi, je me présente Éric Morissette. Je suis désolé de ne pas être avec vous cet après-midi. Je suis et ce matin et cet après-midi dans 2 écoles secondaires en accompagnement en lien avec le climat scolaire et des approches reconnues par la science pour améliorer la qualité des relations interpersonnelles, le climat, l'adhésion aux règles dans une école. Alors, aujourd'hui, je vous présente comment les données scientifiques, l'utilisation de pratiques qui ont été validées par des recherches, par l'ensemble des collègues déjà depuis une vingtaine d'années, peuvent contribuer à améliorer la qualité, le bien-être et la qualité des relations, le bien-être et puis une bonne santé mentale des acteurs en milieu scolaire. Depuis déjà 34 ans, donc 9 ans comme professeur à l'administration scolaire, 25 ans comme praticien, voici, j'aimerais vous partager quelques corrélats. Donc, lorsqu'on parle d'une des 3 missions de l'école, donc on sait que la mission de l'école, instruire, socialiser, qualifier, la socialisation, je vous dirais que la définition explicite et les actions à poser, c'est assez peu connu. On n'a pas un fil conducteur à l'intérieur de l'école à savoir comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir de l'efficacité sur le plan de la socialisation. Lorsqu'on entend parler de socialisation, c'est souvent dans une optique négative, donc des comportements qui nous déplaisent de la part des élèves. On va attribuer à cet élève-là ou à nos élèves un manque de capacité à socialiser. Alors, la socialiser, qu'est-ce que c'est? C'est vivre ensemble harmonieusement dans un climat scolaire positif. C'est savoir être et entretenir des relations interpersonnelles positives. C'est composer efficacement avec les règles de vie de l'école qu'on retrouve dans un code de vie afin de contribuer à un milieu sain et sécuritaire. Également, c'est de composer avec ses émotions et utiliser le volet cognitif de notre jugement pour faire des choix prosociaux afin d'éviter les écarts de conduite et les comportements agressifs et parfois violents à l'école. Donc, les éléments que je viens de vous nommer, ce sont des manifestations, des préoccupations là, qui viennent nuire à la qualité des relations interpersonnelles dans un milieu scolaire, qui va engendrer des interventions correctives et puis qui contribueront pas là, à mettre en place un climat pédagogique sain où on a du plaisir, à se retrouver, à échanger et puis nécessairement à apprendre et à réussir. À travers l'accompagnement que j'effectue depuis 9 ans dans plusieurs milieux scolaires, voici quelques constats. Les pratiques éducatives appliquées de façon intuitive. Donc, on n'est pas intentionnel. Donc, on va répliquer des pratiques qu'on a observées lorsqu'on était élève, qu'on pense qui fonctionnent, mais sans savoir pourquoi elles fonctionnent. Puis, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, je ne sais pas pourquoi elles fonctionnent. Donc, c'est ça qu'on appelle là, d'agir de façon intuitive lorsqu'on intervient sur le plan, le volet éducatif, donc auprès d'un enfant.
Ça affiche une robustesse qui traverse les générations, malheureusement. Donc, c'est pas parce qu'on a de nouveaux enseignants formés à l'université que, nécessairement, on arrive avec des nouvelles pratiques qui vont changer les choses. Et puis, malheureusement, comme je vous dis, ben, on va répliquer ce qu'on pense qui fonctionne. Donc, au lieu d'être intentionnel, de choisir délibérément des stratégies pour obtenir des résultats, on réplique des pratiques qu'on pense efficaces. Donc, on est dans l'intuition. Il y a beaucoup de milieux scolaires qui vont préconiser encore des pratiques éducatives démontrées inefficaces depuis plusieurs années, telles que les sanctions punitives aux écarts de conduite, les suspensions et les retenues répétitives, une intervention éducative qui va être centrée sur un modèle plutôt de blâme, de reproche et où on va faire ressortir la culpabilité de l'enfant. On va travailler avec les sorties de classe pour régler le problème instantanément, mais est-ce qu'on s'est penché sur comment on va s'assurer qu'il y ait une efficacité à long terme? C'est pas toujours le cas. On va utiliser le rejet, l'exclusion de l'élève. C'est une intervention qui est orientée vers une modification de l'élève plutôt que de modifier l'environnement, modifier le contexte pour obtenir des résultats probants en lien avec le comportement de l'enfant qui est désiré. Alors, on sait qu'au niveau de la science, qu'est-ce que la science nous démontre? C'est que les comportements indésirables ne sont pas innés, ils sont appris. Donc, s'ils sont appris, ce que je me permets de travailler avec les enseignants, c'est qu'on peut les désapprendre. Alors ça, déjà, en partant comme constat scientifique, c'est intéressant. Alors, l'enfant ne va pas conserver et rester imprégné du comportement qui est inadéquat. Alors, pour que l'élève désapprennent puis apprennent le bon comportement, on sait aussi également sur le plan scientifique que les élèves n'apprennent pas dans un contexte d'éventuelles conséquences aversives. Donc, ça, c'est important dans l'accompagnement. Ce sont des données scientifiques qui nous permettent d'affirmer auprès des enseignants ce que certains enseignants font. Vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Donc, ça favorise l'ouverture parce que c'est documenté, ça a été validé, entre autres à travers des méta-analyses. Les élèves apprennent à mieux se comporter en se faisant donner des explications directes et en recevant des commentaires positifs. Alors, ça peut être contre-productif, pas contre-productif, mais contre notre intuition, de dire que l'élève, si je lui enseigne le comportement que je désire voir, puis que je le renforce, je risque d'obtenir plus de résultats que si j'utilise la punition. C'est pas ce que j'ai observé, ce que je pense qui est efficace. Alors, c'est contre-intuitif pour un enseignant, pour certains enseignants, d'entendre ça et de mettre en place un ajustement des pratiques. Et finalement, l'importance, la science nous montre que c'est important de considérer la fonction du comportement. Donc, pourquoi le jeune manifeste un comportement? Donc, derrière ça, c'est quoi la fonction? Est-ce qu'il y a un besoin là, de venir s'approprier de l'attention? Est-ce qu'il y a un besoin d'éviter une tâche? Donc, de réfléchir et d'aller plus loin que juste la manifestation. Donc, en utilisant l'analyse de la fonction du comportement, aussi, c'est une démarche de résolution de problèmes. Donc, la démarche scientifique, ça permet d'approfondir la qualité là, de l'enseignement sur le plan des comportements et de la socialisation. Afin d'enseigner le comportement adéquat, et on doit le renforcer positivement pour qu'il se maintienne. Donc, j'ai peu de chances que quelque chose que j'ai enseigné, si je ne le renforce pas, que j'obtienne une pérennité de ce changement. Quand on s'assoit avec l'école, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer, j'utilise le tableau de l'Education Endowment Foundation, qui est une méta-analyse qui vient présenter là, un résumé plus d'une quarantaine d'études qui étaient faites auprès des écoles où on avait réussi puis à améliorer les comportements à l'école et qui nous permettent aussi également de faire l'état de la situation dans l'école.
qu'on accompagne. Donc, ici, vous allez retrouver, et ça vient comme objectiver, puis de standardiser nos pratiques. On va l'utiliser comme une liste de choses à faire, mais ça va nous servir aussi à confirmer des bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il nous reste à améliorer. Donc, il y a 4 piliers qui sont proactifs: la relation, l'enseignement des comportements attendus et intervenir sur les comportements adéquats. Et vous voyez que c'est décrit de façon explicite. Utiliser des stratégies de gestion de tâches pour soutenir les comportements attendus, utiliser des routines claires et simples pour développer l'autonomie. Ce sont 4 interventions proactives. Alors, c'est pas nécessairement ça qu'on fait de façon naturelle chez quelques enseignants, donc on est plutôt dans le réactif. Mais ici, on décrit le réactif où on parle d'un système universel de l'ensemble de l'école, de l'utilisation des plans d'intervention en impliquant l'élève, donc un plan d'intervention autodéterminé, et on vise sur le développement professionnel, la formation des enseignants pour s'améliorer, pour adhérer à l'ajustement des pratiques. Et on termine avec le pilier qui superpose les 5 autres, donc le pilier de la cohérence et de la rigueur. Et on voit, et les enseignants le voient visuellement, si on n'arrive pas à être cohérent et rigoureux, on ne maintiendra pas les changements, les ajustements des pratiques. Et on sait que si la cohérence et la rigueur, et ça, l'ensemble des écoles le confirme que c'est le talon d'Achille, c'est pas le problème des élèves, c'est pas le problème des parents, c'est à nous à bien travailler. Alors, pour ce faire, on utilise le questionnaire qui a été développé, le modèle de mobilisation CVI, où on a un questionnaire de 137 questions, où on va venir valider la qualité du climat scolaire et on va partir de données de l'école qui est administré auprès des enseignants et du personnel scolaire et qui vient nous donner un portrait de la situation, de comment on travaille et qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer encore. Et hier, j'étais dans une école justement où on est rendu à la 2e passation et on est capable de constater l'amélioration d'une passation à Alors, pour terminer, je vous présente très rapidement notre modèle d'accompagnement qui vient soutenir les changements des pratiques éducatives pour l'amélioration du climat scolaire, l'amélioration de la socialisation à l'école. Donc, la phase 1, qui est la préparation, la création de sens. La phase 2, qui est l'évaluation, c'est-à-dire mesurer, analyser, définir, c'est la collecte des données. Après ça, on passe à la phase d'améliorer, interpréter, réfléchir. Donc, on fait ces actions-là avec l'équipe école de façon réfléchie, intentionnelle. Et c'est là qu'on construit le sens. Les gens adhèrent et comprennent comment on va faire les choses et à quoi elles servent. Le niveau 3, c'est la 3e pétale de la marguerite, c'est la planification. 4e, c'est le passage à l'action, donc la phase d'engagement. Donc, ici, c'est les 2 flèches, c'est pour indiquer qu'on a un aller-retour à faire entre la planification et le passage à l'action. Donc, on est flexible et on ajuste. Soutenir et accompagner. Et la 6e phase, donc l'importance de réguler, ajuster et réévaluer ce qu'on a fait. Et par la suite, mais c'est un processus itératif, donc on va reprendre après la phase 6 à la phase 2, puis on va poursuivre avec des interventions très stratégiques, c'est-à-dire être intentionnel, être stratégique et réellement collaboratif. Alors, je suis rendu au bout de ma capsule. Je vous remercie d'avoir laissé partager ce temps et je vous souhaite une bonne fin de séance avec Jérôme et M. Bédard de la commission scolaire, du centre de service scolaire Saint-Hyacinthe.